passer à des tables rondes avec des chefs d'entreprise qui vont nous parler de la manière concrète comment se passe la gouvernance dans leur entreprise. Alors, première table ronde, ça va rassembler des chefs d'entreprise qui sont des actionnaires familiaux sans actionnaires externes importants. Et la deuxième table ronde, ça sera des entreprises familiales aussi, mais cette fois-ci qui ont des investisseurs dans leur board. Alors, pour la première table ronde, j'appelle Jérôme Deliri, de la société Phileas Avocat. Alors, il s'en est un avocat, mais c'est aussi surtout le fondateur de la société Demosthène à Dijon, 100 personnes, et qu'il a créé et conduite pendant une quinzaine d'années, avant de devenir avocat, un parcours très intéressant qu'on nous expliquera tout à l'heure. Brice de la Morandière, qui est l'associé gérant du domaine Le Fleuve, dans le monde de la viticulture, en Bourgogne, entreprise familiale très ancienne, 4e génération. Pierre Viellard, qui est le président des Business Angels et qui est expert comptable, c'est Exco Sogedec à Dijon. Là encore, il interviendra en tant qu'expert comptable, mais aussi en tant que président des Business Angels avec toute l'expérience qu'il a sur les startups qu'il accompagne. Et enfin, Pierre Worms, qui est le président du groupe RCC Entreprises Adol, qui est une entreprise du bâtiment. Alors, pour cette première table ronde, on va commencer par le plus ancien, l'entreprise la plus ancienne, Brice de la Morandière. Vous êtes l'associé dirigeant aujourd'hui du groupe du domaine Le Fleuve. La première question qui, bien sûr, c'est présentez-nous rapidement le domaine Le Fleuve. Alors, le domaine Le Fleuve, c'est un domaine viticole à Puligny-Montrachet qui a été établi par mon arrière-grand-père entre 1910 et 1930 et qui a prospéré depuis en Bourgogne de Côte d'Or, mais aussi un petit peu dans le Mâconnais. Alors vous êtes 35 actionnaires aujourd'hui, 4e génération, bientôt on m'a dit 70 avec la génération future qui arrive. Avec nos enfants, oui. Avec vos enfants. Alors bien sûr, d'abord en termes de gouvernance, là, comment vous, Brice de la Morandière, vous avez été nommé, désigné patron de votre domaine. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé Eh bien, il n'y a que 4 ans que je suis vigneron. Avant, je dirigeais des multinationales. J'habitais même en Chine, donc vous voyez, c'est loin de Puligny-Montrachet. Et j'avais une tante qui dirigeait ce domaine depuis 20 ans. Et cette tante était malade. Elle avait un cancer. On le savait tous qu'elle avait un cancer. Mais bien évidemment, quand votre tante a un cancer, vous n'allez pas aller la voir en disant « Écoute, c'est moi, je dirige des entreprises multinationales, on fait des plans de succession, etc. Donc toi, probablement que ta vie va être un peu plus courte, il faudrait quand même qu'on pense à ta succession. » On ne fait pas ça. On n'en parle pas beaucoup en famille, parce que si on en parle en famille, on va en parler entre nous sans l'inclure. Donc on a pris une attitude courageuse, c'est-à-dire qu'on a fermé les yeux. Jusqu'au jour où elle est morte. Et elle est morte en 2015. Alors à ce moment-là, on a commencé à se dire, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et c'est intéressant parce que nous, on est 35 associés, donc on avait à peu près 70 idées différentes, au moins 2 par personne. Donc on s'est beaucoup engueulé, bien évidemment. Mais c'est assez amusant, j'ai compris ça que quelques années plus tard, il n'y en a pas un d'entre nous qui finalement a sorti de son chapeau la seule solution un peu logique. Dans ces cas-là, quand on n'a rien préparé, il faut quand même avoir un tout petit peu de savoir-faire pour diriger une entreprise viticole, c'est de dire on va le vendre. Et puis en plus, on le sait très bien, il y a quand même des grands groupes de luxe qui rêveraient d'acheter des entreprises comme la nôtre. On était tous très très clairs sur le fait que ça devait rester une entreprise familiale parce qu'on pensait que en étant une famille, on y donne quelque chose d'un petit peu différent à ces vins et à cet esprit, et à l'esprit de la Bourgogne. Donc un certain nombre d'entre nous ont levé la main. On s'est bien engueulé sur la façon dont on voyait les choses pour après. Et puis finalement, il y en a un qui a été élu. À une courte majorité, je dois avouer. Donc il y a quand même un début de processus de gouvernance chez vous. Ah oui, il y avait tout à fait un processus de gouvernance. Il y avait des statuts qui étaient très bien faits, qui étaient plutôt faits pour mes grands-parents. C'est-à-dire que grosso modo, ils décidaient tout et tout le monde devait... Il y avait un conseil de gestion, c'était marqué très très clairement dans le conseil de gestion, donne des conseils.
Mais c'est quand même le patron qui décide de tout, c'est l'alpha et l'oméga. Effectivement, quand je suis arrivé, ou avant, quand j'ai expliqué ce que je voulais faire, j'aurais dit effectivement, ça ne tiendra pas une génération, d'ailleurs probablement ça ne tiendra pas quelques années. Il va bien falloir quand même que nous, propriétaires, on ait une capacité de décider, de vouloir et de contrôler ce qui est fait par le dirigeant de l'entreprise, qui se trouve aussi un membre de la famille. Et donc j'aurais dit, écoutez, moi j'ai quand même l'habitude de gérer des entreprises, alors immensément plus grosses que le domaine Le Fleuve, mais je vais quand même me soumettre à vos décisions. Alors on va revoir la gouvernance un petit peu. Alors on a mis 1 an à revoir la gouvernance. Oui. Et en décidant, ben voilà ce que les actionnaires peuvent décider. Voilà ce qu'ils délèguent au conseil de gestion, on a gardé le même nom. Et voilà ce qu'ils délèguent à l'associé gérant. Voilà, je vais me retourner vers Jérôme Deliri, justement, devant cette première expérience de gouvernance, vous, l'avocat, mais vous aussi, l'ancien chef d'entreprise. Comment on structure juridiquement, justement, une gouvernance dans une entreprise? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous conseillez? Comment vous réagissez à la première intervention de Brice de la Morandière? Ma réaction, c'est déjà de mettre le droit au service de la pratique. C'est-à-dire que le juridisme n'est pas bon conseiller. Donc ce qui est avant tout déterminant, c'est de partir du résultat que l'on souhaite atteindre et ensuite de mettre en mots les objectifs et les moyens. Et soit de manière très statutaire, très organisée, très institutionnelle et publique, ou soit de manière plus informelle ou plus confidentielle. Mais il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Et je le redis, ce qui est indispensable, c'est surtout de travailler, comme vous l'avez fait, en amont sur qu'est-ce qu'on veut, comment on répartit le pouvoir, comment on apporte le conseil, comment on l'écoute, comment on l'encadre. Et à partir de cette réflexion, l'avocat est là pour le mettre en musique et pour répondre à ses objectifs et pour anticiper les sujets qui vont venir par la suite. Pierre Viellard, là je m'adresse à l'expert comptable, mais aussi à l'homme d'expérience qui accompagne des startups dans le cadre des Business Angels. Au niveau des outils de pilotage de la gouvernance, qu'est-ce que vous avez comme expérience? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos chefs d'entreprise? C'est-à-dire qu'en fait, les outils de pilotage varient, et puis la gouvernance, plus largement, varie en fonction de l'âge de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, sur des créations d'entreprises, sur des startups, on n'a pas le même besoin de gouvernance que sur des entreprises établies ou des entreprises de plusieurs générations. Donc, ça dépend. La gouvernance dépend à quel moment on se situe dans la vie de l'entreprise. Sur la création, c'est spécifique. Au moment éventuellement d'une cession ou des choses comme ça, c'est encore une autre gouvernance. Ça veut dire aussi que la gouvernance, les hommes qui font cette gouvernance doivent avoir aussi la modestie de pouvoir laisser leur place sur des compétences plus efficaces encore. Donc moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai. La gouvernance évolue. C'est pas les mêmes personnes obligatoirement au même moment de la vie de l'entreprise. C'est un petit peu ma vision que j'ai par rapport à ça. Alors justement, Pierre Worb, vous êtes le patron du groupe FCC Entreprises. C'est un groupe que vous avez racheté. Vous êtes un jeune première génération. Ça fait quelques années que vous êtes patron de ce groupe-là. Vous avez aussi une expérience assez vaste parce que vous avez été président du CJD, vous avez été président du réseau Entreprendre. Comment, pour une jeune entreprise, une entreprise ancienne, mais vous êtes jeune comme dirigeant, vous avez organisé la gouvernance de FCC Entreprises? Effectivement, c'est un jeune groupe, mais constitué d'entreprises très anciennes, puisqu'elle date de 1840, 1890 ou 1950. Quand j'ai eu ce projet de reprise du groupe en 2011 ou 2010, en fait, tout de suite, j'ai eu le sentiment, et je pense que c'est mon parcours qui m'a amené à faire ça, que j'avais besoin de m'entourer, que je ne pouvais pas me retrouver tout seul. J'avais besoin de m'entourer de gens de confiance, mais en même temps qui oseraient me dire ce que je ne voudrais pas entendre ou ce que je ne voudrais pas voir. Donc vous challengez. Ouais, c'est ça. En fait, je suis allé chercher 5 amis qui ne se connaissaient pas, qui avaient des compétences très différentes, et je leur ai proposé de venir me rejoindre et de m'aider de façon régulière, de façon trimestrielle, à sortir la tête de l'eau ou du guidon ou les deux à la fois. C'est dans ces moments-là. Ils m'ont tous les 5, ils m'ont dit tout de suite, oui, ok, c'est très sympa d'avoir pensé à moi. Mais alors là, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai souhaité qu'ils soient un peu plus impliqués, un peu plus concernés, et j'aurais demandé à chacun de mettre
une part, ce qu'ils voulaient, de la holding que nous avons créée à ce moment-là pour qu'ils soient réellement impliqués dans ce projet. Donc ils sont devenus actionnaires de la holding. Ils sont devenus actionnaires de la holding et membres du comité stratégique qui se réunit Ils sont membres du chaque comité trimestre. stratégique, mais est-ce qu'ils sont membres du conseil d'administration? Quelle est votre organisation? Par définition, la holding est une SARL, donc ils font partie effectivement ils sont actionnaires de la SARL. Alors, une autre chose que j'ai découvert après que j'avais pas vu, c'est que avant de faire cette reprise, j'avais un petit peu travaillé. J'ai travaillé pour des organisations, d'autres où j'étais salarié. Et quand on est salarié d'une structure, quelle que soit la structure, on rend compte. On rend compte à son patron, à ses patrons, sous des formes très différentes, des tableaux de bord, on rend compte des actions qu'on mène. Quand on se retrouve patron de PME, parce qu'on parle bien de PME chez moi en tout cas, eh ben le risque c'est de se retrouver tout seul. C'est-à-dire si on ne rend plus compte, on peut ne plus rendre compte, s'enfermer, se retrouver dans une situation qu'on n'a pas vu venir parce que les salariés, eux, n'oseront pas forcément dire les choses. Et un des atouts les plus importants de cette gouvernance, c'est de s'obliger à rendre compte, de s'obliger à préparer un ordre du jour d'un comité stratégique en disant de quoi je vais leur parler. Si je leur parle de rien, ils me diront rien. Si j'ai rien à leur donner, ils me rendront rien. S'obliger à rendre compte et à se remettre en question, à prendre du recul. Je crois que c'est un élément extrêmement important et central de la gouvernance. Je voudrais me retourner maintenant vers Brice de la Morandière. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez très nombreux, vous étiez même engueulés avant de prendre la direction du domaine Le Fleuve. Concrètement, la gouvernance aujourd'hui du domaine Le Fleuve en termes de structure, il y a quoi? Un conseil d'administration, il y a un conseil de surveillance, c'est un peu institutionnalisé ou bien... Alors c'est très institutionnalisé puisqu'on a refait des statuts, mais moi Vous avez refait les statuts? On a refait complètement les D'accord. statuts justement pour refaire un petit peu les rôles et responsabilités, qui décide quoi. J'aurais un peu tendance à réagir à ce que vous venez de dire. La gouvernance pour moi, ce n'est pas le conseil d'administration et pas le management nécessairement. La gouvernance, c'est d'abord les actionnaires, c'est d'abord les propriétaires. Qu'est-ce que font les propriétaires? Qu'est-ce qu'ils délèguent au conseil d'administration et qu'est-ce qui est délégué au management et qu'est-ce qui est effectivement retourné en matière de contrôle, en matière de rendre compte du dirigeant au conseil, du conseil aux actionnaires. La gouvernance, pour moi, c'est les trois, hein, c'est très important. Hein. Pierre Worms, vous partagez cette vision de la gouvernance? Je pense qu'il faut séparer les deux. Chez nous, on a effectivement ce comité stratégique qui se réunit une fois par trimestre et qui conduit des projets stratégiques, des réflexions, croissance, problématiques financières, développement, etc. Et en parallèle, on a un comité de direction qui, lui, a pour objectif de décider et d'agir. On est dans l'action et leurs fonctions sont complètement séparées, même si... Parfois, je crois que même on ne le fait pas assez souvent chez nous, mélanger les deux pour permettre au conseil stratégique de sentir les choses, de palper les choses sur ce qui se passe au niveau du terrain et d'être plus pertinent sur ses conseils, et au comité de direction d'avoir cet échange avec le comité stratégique. Ce sont bien deux fonctions totalement différentes, disjointes mais complémentaires. Jérôme Deléry, vous avez quelque chose à rajouter là? Oui, je veux intervenir sur la distinction entre la surveillance. La notion de contrôle, c'est vrai qu'on l'assimile beaucoup quand on parle de gouvernance, donc contrôle des actionnaires sur l'orientation stratégique. Mais je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir une gouvernance aussi axée sur l'efficacité et la compétence. Et un actionnaire n'est pas forcément compétent. Ce n'est pas parce qu'il est actionnaire qu'il est intelligent. Il peut même être bête parfois. Donc il n'y a pas de lien entre les deux. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se contenter d'une gouvernance liée à l'actionnariat. Voire même, il faut éviter d'avoir que des actionnaires. Alors, que les actionnaires contrôlent dans le cadre d'un conseil de surveillance ou d'autres structures, peu importe le nom, puisque de toute façon, aujourd'hui, en droit des sociétés, sur des SAS, on fait ce qu'on veut. On peut donner le nom qu'on veut, on peut donner les pouvoirs qu'on veut. On peut vraiment ciseler les statuts et la gouvernance comme on le souhaite. Mais ce qui me semble très important, c'est de faire venir dans son système de gouvernance stratégique des éléments totalement extérieurs, qui ne soient justement surtout pas actionnaires, surtout pas impliqués dans la direction de l'entreprise et qui vont avoir ce regard, comme vous l'avez dit, externe pour nous amener à sortir la tête du guidon et challenger les approches. Et là, il y a deux points qui ont été dits qui me semblent très importants dans la qualité du dirigeant d'entreprise qui veut aller vers de la gouvernance, c'est la modestie. C'est ce que Pierre, tu disais, sur le fait d'être capable de se dire d'autres vont peut-être mieux savoir que moi, ou en tous les cas
avoir la hauteur pour me challenger. Et deuxièmement, c'est accepter de sortir de ma zone de confiance, parce que si j'accepte de mettre en place un comité stratégique, j'accepte que des personnes autres me disent « tu te trompes » ou en tous les cas, on est capable de te dire que ce serait mieux que tu ailles dans cette direction-là. Et c'est accepter de se faire challenger et de dire « on va me dire, va plus loin ». Et ça, c'est très important. Et moi, j'ai été chef d'entreprise pendant 15 ans. S'il y a bien une chose que je regrette, c'est d'avoir eu cette frilosité de m'entourer de belles personnes qui auraient pu me dire « mais bon sang, bouge-toi, va plus loin, fais de la croissance externe, etc. » Et je pense que ça a été mon erreur. Et c'était pas par, je dirais, manque de modestie, en l'occurrence, c'était pour la peur de me faire challenger sur ma zone de confiance. Et ça, c'est très important. Et je pense que pour ça, il ne faut pas recourir qu'à des actionnaires. Les compétences externes. Pierre Viella. Oui, juste une chose sur la gouvernance des startups. En fait, la problématique qu'on a souvent avec le créateur, c'est qu'il hésite parfois, il dit « attendez, si j'ouvre mon capital, il va y avoir 20 personnes autour de la table pour décider », donc c'est compliqué. Donc en fait, on a, au niveau de notre structure donc associative, on a résolu, on va désigner parmi les investisseurs une personne qui sera chargée de représenter en fait le collège des investisseurs. Souvent, ce sont des chefs d'entreprise qui sont en activité ou en retraite, et donc le jeune créateur d'entreprise a une personne en face de lui, cette personne va rendre compte après aux investisseurs. Donc on a pu solutionner ce problème-là. L'autre problème, mais alors je suis plus sur des startups, je suis plus sur des structures, donc effectivement, qui ont un petit peu d'âge, qui fonctionnent bien. Le problème, c'est, tu parlais, Jérôme, des personnes extérieures. Les personnes qui connaissent bien, ce sont souvent des personnes qui sont sur le secteur d'activité. On a toute la problématique aussi de faire rentrer dans une gouvernance des personnes qui font quasiment le même métier que vous. Donc, où s'arrête effectivement cette notion de secret des affaires, de concurrence. Et là, c'est très délicat. Mais c'est vrai que quand je vois donc au niveau des entreprises, les meilleurs conseils viennent en général des personnes qui sont sur un secteur d'activité très proche ou quasiment le même. Mais on se heurte au problème effectivement du secret des affaires. Ça, c'est compliqué. Mais là, quand on arrive à avoir une personne qui travaille sur le secteur, qui connaît bien le secteur, qui n'est pas en concurrence frontale pour des problèmes géographiques où le secteur est un petit peu différent, là, on a des choses très efficaces. Vous avez aussi ce problème de confidentialité, transparence, confidentialité chez FCC Entreprises, par exemple, dans votre comité stratégique? Oui et non. Je crois que, effectivement, le choix qu'on a fait, c'est... Moi, j'ai choisi plutôt les personnes avec leurs caractéristiques et leur expertise. Et donc, forcément, on est un groupe qui est plutôt fermé, entre guillemets, mais ça n'empêche pas d'aller chercher de la compétence ailleurs, en parallèle et en complément. Donc, ce problème de confidentialité ne se pose pas vraiment. Et dans le domaine Le Fleuve, les compétences externes, vous en avez dans votre conseil? Vous avez créé un comité stratégique ou pour l'instant, non? Ça reste une petite entreprise, ça reste une entreprise familiale. Donc, il n'y a pas de comité stratégique. Et quand j'ai besoin d'un conseil, c'est généralement un conseil de vignerons. Donc, j'ai des vignerons dans ma famille, mais ça se passe de manière plus informelle. Il se trouve que j'ai dirigé une société cotée, pendant assez longtemps d'ailleurs. Et la réalité, c'est que dans les comités stratégiques, d'avoir des conseils extérieurs, effectivement, il y a la première question, c'est d'avoir quelqu'un qui soit proche, pas trop loin du secteur dans lequel on est. La deuxième difficulté, c'est la personne qui veut bien donner son temps. Parce que pour donner des conseils pertinents, pour challenger un chef d'entreprise qui vit ça toute la journée, il faut vraiment vouloir donner son temps. Moi, j'ai vu beaucoup d'administrateurs indépendants. Très franchement, c'est souvent décevant. Pourtant, je vais juste rebondir sur une chose. Ça ne s'applique pas nécessairement au domaine Le Fleuve, mais ça s'applique à beaucoup d'entreprises familiales. D'avoir quelque part un tiers de confiance, ça peut être un avocat, ça peut être un expert comptable. Alors nous, on a eu les deux à deux moments différents de l'entreprise. Avoir un tiers de confiance, d'avoir quelqu'un qui n'est pas de votre famille à l'intérieur d'un organe de débat, disons, que ce soit conseil stratégique ou conseil d'administration, c'est souvent très apaisant, c'est souvent très intéressant. Ça remet parfois l'église au centre du village, quand bien même effectivement, il n'y a pas nécessairement une connaissance intime, soit du business, soit des contraintes auxquelles fait face l'entreprise.
Voilà, c'est ce que je voulais dire sur les entreprises familiales. Et Jérôme Deliri, justement, sur cette idée d'avoir un tiers de confiance, qui n'est pas forcément une grande compétence externe, mais avec toutes les expériences que vous avez autour de vous, ça vous paraît judicieux, intéressant, applicable aux PME. On est là pour proposer des idées aux PME familiales. Indispensable. Le tiers de confiance, effectivement, ça peut être expert comptable, avocat ou autre, mais l'élément pacificateur et un petit peu juge de paix est très important, en particulier quand on est dans des relations familiales. On voit beaucoup de PME familiales où les conflits d'associés sont paralysants, peuvent détruire de la valeur, peuvent amener à des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt ni de la société, ni de la majorité des associés. Donc là, effectivement, le tiers de confiance est indispensable. Peu importe que ce soit un professionnel du droit, du chiffre ou autre, ou quelqu'un qui a juste l'estime de l'ensemble des associés, des actionnaires, mais c'est très important pour anticiper notamment ce type de difficultés. Voilà, donc est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette notion de gouvernance dans une PME? Allez-y. D'abord, Pierre, pour dire qu'en fait, la vie d'un comité stratégique, c'est comme la vie d'une entreprise, c'est pas linéaire. Et donc, il faut se poser des questions. Enfin, nous, on a mis ça en place il y a 8 ans. Et je pense qu'il faut se poser des questions au fur et à mesure pour renouveler, pour faire évoluer, pour faire grandir. Et nous sommes en train, je vais faire rentrer un fonds dans mes capitaux propres prochainement. Et je le vois aussi comme une opportunité pour remettre en question le fonctionnement du comité stratégique, me challenger différemment, apporter des compétences différentes. Ça rejoint ce que disait Jérôme sur le fait que il faut que ça soit pertinent et tout le temps, et qu'il n'y ait pas d'habitude, parce que le risque, c'est aussi la monotonie. On se connaît tellement bien que finalement, on remet moins en cause le fonctionnement du dirigeant. Et donc, voilà, tout ça pour dire que ça doit être vivant, ça doit évoluer comme une entreprise évolue. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi, j'ai un autre angle qui est un tout petit peu différent. C'est dans les entreprises familiales, contrairement aux entreprises, disons, non familiales, c'est aussi le siège des émotions. Et alors, je vais faire un peu de pub pour le bouquin de Madame Netter. Sur la partie des entreprises familiales, il y a un petit diagramme qui est très très bien fait par Taguri et Davis, qui sépare un petit peu ce qu'est la famille de ce qui est l'entreprise elle-même, de ce qui est la propriété. Et c'est vrai que ça permet, en tout cas moi ça m'a permis, quand j'ai vu ce schéma-là pour la première fois, de comprendre pourquoi quand je dirige le domaine Le Fleuve, jamais je parle de ma famille, je parle toujours de mes actionnaires. Et là, c'est vrai que ce petit diagramme-là permet de comprendre beaucoup de choses sur les besoins, les attentes de ces 3 cercles. Et en tout cas, c'est un très bel outil qui est dans ce bouquin-là. On en parlera tout à l'heure au moment de la synthèse. Pour terminer cette première table ronde, Pierre Viellard. Merci. Oui, juste en fait pour faire la synthèse de Philippe et de Jérôme, je trouve qu'en fait, c'est évident que la gouvernance crée de la valeur, mais une absence de gouvernance, c'est problématique, et une mauvaise gouvernance, c'est destructeur de valeur. Et ça, il faut être très 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 vigilant. Et je parle aussi de l'évolution d'une gouvernance dans le temps. Ce qui était bon à une époque n'est pas obligatoirement bon après. Donc, il faut être très très vigilant par rapport à ça. Merci beaucoup tous les 4.